Bienvenue les Élines. Aujourd'hui, on explore ensemble vos sources sur un sujet euh, vraiment passionnant et qui résonne chez beaucoup, je pense, l'hypersensibilité. Tout à fait. On a un mélange assez intéressant de documents, non? Des choses médicales sur les allergies, les maladies auto-immunes, Oui, et puis des articles sur la sensibilité sensorielle, notamment chez les enfants. des témoignages aussi, des analyses plus psy. Bon, notre but c'est quoi? Essayer d'y voir un peu plus clair. C'est ça. Parce que le terme hypersensibilité, en fait, il est un peu fourre-tout. Ah oui, Bah oui. D'un côté, ça peut être une réaction, disons, immunitaire qui s'emballe un peu, comme les allergies. exactement. Le corps qui surréagit à un truc extérieur, le pollen, un aliment. Ou alors les maladies auto-immunes. Et là c'est différent. Là, le système immunitaire se retourne contre le corps lui-même. C'est pas pareil. D'accord. Et de l'autre côté, on utilise aussi hypersensibilité pour parler d'un fonctionnement sensoriel ou émotionnel différent. C'est tout à fait ça. Une manière d'être au monde, si on veut. D'ailleurs, il y a un chiffre qui m'a marqué dans les sources sanitaires. En France, presque 30% des enfants de moins de 15 ans qui auraient une allergie. C'est énorme, non? Oui, c'est considérable. Et pour la sensibilité sensorielle, même si on dit bien que ce n'est pas une maladie, Oui, important de le préciser. on parle quand même de 5 à 16% des enfants qui auraient des réactions très intenses, quoi. Au bruit, aux textures, à la lumière. Ok. Alors, commençons peut-être par démêler la partie immunitaire, si vous voulez bien. Allons-y. Donc, l'allergie, c'est cette réponse excessive du corps à un élément extérieur. L'allergène. Les pollens, les acariens, certains aliments. Voilà. Graminées, bouleaux, cyprès pour les pollens, lait de vache, œufs, arachides pour les aliments les plus courants. Et comment on sait si c'est ça? Mais d'abord, on écoute la personne, c'est essentiel. L'interrogatoire, comme on dit. Et puis parfois, on fait des tests. Ou alors, on essaie d'enlever un aliment suspect, puis de le remettre. L'éviction-réintroduction, oui, je vois. Et on imagine l'impact au quotidien. Ah oui, c'est pas simple. Les éternuements au printemps, la peur de manger quelque chose par erreur, surtout avec le risque d'anaphylaxie. Exactement, ça c'est l'urgence absolue. Le diagnostic est clinique, faut agir très vite. Les traitements comme les antihistaminiques, ça aide, mais ça reste une contrainte. Et à côté de ça, il y a les maladies auto-immunes. Oui, là, le scénario change. C'est plus le système qui réagit trop fort à l'extérieur. C'est qu'il se trompe de cible. Il attaque le corps lui-même. C'est ça. Il y en a plein, plus de 80. Myasthénie, sclérose en plaques, diabète de type 1. Ça touche quand même 5 à 8% de la population, c'est pas rien. Et souvent plus les femmes, c'est ça? Oui, c'est ce qu'on observe. Les raisons sont complexes. Un mélange de gènes, d'hormones, d'environnement. C'est multifactoriel. Et pour les traitements, j'ai trouvé ça intéressant dans les sources l'évolution. Ah oui, On est passé d'immunosuppresseurs un peu globaux qui mettaient tout le système en sourdine qui freinait tout? Oui, à des biothérapies beaucoup plus ciblées maintenant. exactement. C'est une avancée majeure. Elles vont bloquer une molécule très précise, une voie spécifique de la réaction immunitaire, sans tout paralyser. C'est plus fin. Ok, très clair. Bon, maintenant si on changeait de registre, pour aborder l'autre facette, l'hypersensibilité comme trait de personnalité. Oui, celle qui n'est pas une maladie. Voilà. Les sources disent que ça pourrait concerner 15 à 20% de la population. C'est ça. C'est une manière différente de traiter l'information, en fait. Sensorielle et émotionnelle. Comment ça se manifeste concrètement? Souvent par une perception plus fine des détails, des nuances de l'environnement. Une grande empathie aussi. L'empathie, ça viendrait des neurones miroirs plus actifs? C'est une des hypothèses, oui. Ces neurones qui nous aident à ressentir ce que l'autre ressent. Mais attention, il y a un revers. Ah oui, lequel? Une plus grande vulnérabilité aux stimuli. Trop de bruit, trop de lumière, des émotions très fortes, ça peut vite saturer. L'effet éponge émotionnelle dont on entend parler. C'est un peu ça. On apprend beaucoup et ça peut mener à la surcharge sensorielle ou émotionnelle. Et donc au stress, à la fatigue. Voire à l'épuisement, au burn-out si on gère mal. Malheureusement, oui. Les sources parlent même d'un fonctionnement cérébral un peu différent. La fameuse pensée en arborescence? Par exemple, ça part dans plein de directions, c'est très créatif, mais parfois difficile pour se concentrer sur une seule chose. L'hémisphère droit plus sollicité? Celui de l'intuition, des émotions. C'est ce qui est suggéré. Et des zones comme l'insula, qui est un peu liée à la conscience de soi, des émotions, seraient plus activées. Ce qui expliquerait l'intensité des ressentis. Et face à cette surcharge, comment on réagit? Ben, souvent, comme face à un stress intense, les réactions classiques, lutter, la colère, l'irritabilité. Fuir, oui, éviter les situations difficiles. Ou alors se figer, se sentir paralysé, incapable de bouger. Le fameux fight, flight, freeze. Exactement. Et bien sûr, le vécu, l'enfance,
Comment l'entourage a accueilli cette sensibilité? Ça joue énormément sur la façon dont on le vit plus tard. Oui, parce que vivre avec, ce n'est pas toujours évident. Les sources parlent de ce sentiment de décalage. Oui, de ne pas être comme les autres. Les montagnes russes émotionnelles, le besoin de se retirer pour souffler. Tout à fait. C'est un vrai défi au quotidien. Mais, et c'est important, Carl Jung, cité dans un article, parlait d'un caractère enrichissant. Absolument. Il ne faut pas voir que le côté difficile. Quels seraient les aspects positifs alors? Souvent, une grande créativité, une intuition très développée, une capacité d'analyse fine, une profondeur émotionnelle, un sens aigu de la justice. C'est une richesse, en fait. Ça peut l'être, oui. La clé, c'est l'acceptation. Et apprendre à gérer. Comprendre ce qui nous déclenche, adapter son environnement. Comme Camille dans le témoignage avec ses protections auditives au travail. Voilà, un exemple concret. C'est trouver ses stratégies. Poser ses limites aussi. C'est crucial. Apprendre à dire non, à se protéger. Ne pas se laisser submerger en permanence. C'est ça. Et puis, le soutien de l'entourage. La validation, la compréhension, c'est fondamental. D'accord. Bon, alors, si on essaye de faire une petite synthèse de tout ça, Hmm. ce qui ressort vraiment, c'est la pluralité du mot hypersensibilité. C'est pas une seule chose. Non, clairement pas. Ça peut être une réaction très physique du système immunitaire Allergie, auto-immunité. ou une manière différente du cerveau de traiter les infos sensorielles et émotionnelles, ce qui mène à vivre le monde de façon plus intense. Et le point commun, peut-être. C'est peut-être cette notion de seuil. Un seuil de réaction différent. Que ce soit le système immunitaire ou le système nerveux, il est réglé un peu différemment. Il réagit plus vite ou plus fort. Donc ce n'est pas une faiblesse en soi. Non, pas du tout. C'est une caractéristique neurophysiologique, psychologique, une variation humaine, quoi. Avec ses défis, mais aussi ses forces potentielles. Ça demande juste compréhension et adaptation. De la personne elle-même et de son entourage. Et de la société en général, peut-être? Justement, ça m'amène à la question finale pour réfléchir. Plutôt que de chercher toujours à gérer, atténuer, contrôler ses sensibilités, comment est-ce qu'on pourrait, collectivement, mieux reconnaître et même valoriser la richesse qu'elles peuvent apporter? Oui, cette créativité, cette empathie, cette finesse de perception, Comment on fait plus de place, en fait, à ces différentes manières d'être au monde? c'est une excellente question pour terminer.